Bonjour à toutes et à tous. Salut Catherine. Salut Pablo. Petit débrief de la semaine. Alors, on vous parlera pas de la mort de la reine, de sa vie, son œuvre, de son successeur Charles III. Parce que je pense que de toute façon, c'est pas le bon endroit pour en parler et on n'est pas quand même des spécialistes du sujet. Et Donc, puis il y a plein d'endroits. exactement, il y a plein d'endroits pour se renseigner sur ça. J'indique quand même la superbe nécrologie qui a été rédigée sur Mediapart, qui est très très drôle et très très intéressante à lire. Donc on n'en parle pas, mais on en parle. Quand même, non, mais je donne une petite bibliographie. Mais on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Parce que genre, qui lui aussi se cherche un successeur. Il a dit dans Reporter, il a dit qu'il voulait être remplacé. Alors il a dit qu'il voulait être remplacé, mais il va à la fête de l'humanité qui a lieu ce week-end en ce moment. Comment, Catherine, toi tu interprètes cette venue de Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'humain? Bon, alors Jean-Luc Mélenchon a dit dans Reporter qu'il voulait être remplacé. Et ce reporter en a fait son titre. Mais il a aussi dit, c'est dans l'air, je crois. Mhm. Il était interrogé par Caroline Roux. Il a dit il avait dit ça parce que ça lui cassait les pieds cette question et que voilà, c'est pas vraiment son sujet. Donc je crois pas du tout que Jean-Luc Mélenchon veuille être remplacé. Il est en pleine forme, il vient de faire un super succès. Bon, voilà, quoi, il ne veut pas être remplacé. Moi, je pense que l'avenue de Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'UMA, c'est aussi pour signer la désescalade. Je pense qu'on a quand même, ça fait 5 ans que Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu à la fête de l'UMA. Il faut se souvenir que c'était à la suite je crois qu'ils avaient été carrément lacérés, détruits, démontés. Enfin, leur stand à la fête de l'UMA, le stand de la France Insoumise, avait été vraiment très très maltraité il y a 5 ans. Et donc depuis, la France Insoumise avait décidé de ne plus revenir à la fête de l'UMA. Euh, voilà, je pense que c'est quand on a décidé de se faire la guerre, des deux côtés, à mon avis, c'était parti pour l'affrontement. Cet affrontement s'est traduit lamentablement par le fait qu'il y ait eu la candidature de Fabien Roussel et celle de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas été un grand succès politique pour Fabien Roussel avec le résultat qu'il a eu. Ça a coûté cher probablement à Jean-Luc Mélenchon, donc je pense que là on essaye de Mhm. baisser. Euh, mais baisser la désescalade, baisser la crise et passer à autre chose, c'est d'autant plus possible qu'elle a eu l'accord de la NUPES. Mais je pense que ça doit aussi être réfléchi à l'aune de ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que il faut pas maltraiter ses partenaires. Ouais, moi je rajouterais deux petites choses. La première, c'est que s'il y a bien un endroit qui peut incarner la NUPES, en fait, ce que c'est que la NUPES, au-delà du strict accord électoral circonstanciel Mmh. que ça a été au mois de mai et juin dernier, c'est bien à la fête de l'UMA, même si Il y a aussi historiquement, le groupe, l'intergroupe. il y a aussi l'intergroupe, mais ce que je veux dire, c'est que là, justement, ça dépasse juste Oui, le strict cadre des élus, quoi. Et donc que là, tout d'un coup, ce monde militant va pouvoir se croiser, même si ça avait été un peu le cas aux différentes universités d'été. Mais là, tout d'un coup, tous les petit petit. militants, en fait, vont pouvoir se rencontrer, discuter, etc., avec des conférences qui sont Bah, c'est organisées. tout à fait une autre échelle en fait. Hein. Les Exactement. universités, c'est 5000 personnes pour la France Insoumise, qui et est la c'est plus énorme. grosse, voilà, et les autres c'est plutôt dans les Voilà. centaines. Donc là, la fête de l'humanité, ça reste quand même une des plus grandes fêtes populaires d'Europe. Donc c'est Exactement. quand même Et tout de à la fait gauche. et de la Et de la gauche. gauche. Parce qu'il y a toujours eu historiquement quand Oui. même de présent les différentes composantes de la gauche. Ça, c'était pour la... Il n'y a pas toujours eu. pas toujours eu. Non, 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 pardon. non, non, Autant c'est pour moi. plutôt, Pardon, non, pardon. C'est que genre, c'est plutôt depuis ça dix s'est quinze fait. ans, Voilà, ça c'est s'est ça. installé Ok. et il manquait la France insoumise depuis 5 ans. Mhm. La deuxième chose, en fait, que ça pose, enfin, on peut se poser très rapidement, en fait, la question de où est-ce qu'en est le Parti communiste aujourd'hui. On sait que la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle avait quand même avait fait beaucoup réfléchir. Nous, on avait beaucoup réfléchi sur à la fois l'opportunité de cette candidature et en fait ce qu'elle a été dans la présidentielle. Il y a une chose qui est indubitable, c'est que il a
des gens beaucoup de Français et de Françaises avaient oublié en fait qu'il existait un parti communiste français, et maintenant ils savent qu'il y en a un qui existe. Hein. Ça s'est pas soldé par un score mirobolant, c'est le moins qu'on puisse dire au premier tour de l'élection présidentielle, mais Fabien Roussel a réussi à exister. Alors là, la question, c'est cette année, c'est une année de congrès pour le parti communiste français. C'est quelle est l'assise en fait dans le parti de Fabien Roussel et sa stratégie qui est quand même une stratégie assez autonomiste par rapport je pense au reste de la Nupes. On le voit, hein, il n'est pas raccord systématiquement avec les prises de position du reste de la Nupes, hein, des écologistes, des socialistes et des insoumis, qui eux, on a l'impression qu'ils font plus corps. Et Fabien Roussel, lui, il fait toujours un pas de côté. Il y a souvent des mots un peu pour dire des choses un peu différentes, parfois qui sont perçues comme un peu agressives, hein, vis-à-vis des autres tenants de la Nupes. Alors, est-ce que ce positionnement, il est encore majoritaire chez les communistes? Et surtout, s'il n'est pas majoritaire, moi, c'est une question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a quoi en fait à part la proposition de Fabien Roussel que là on commence à bien comprendre? C'est quoi le reste? Et là, même en suivant d'assez près ce qui se passe, je ne vois pas en fait d'alternative véritablement structurée à la proposition de Fabien Roussel, ce qui, dans une certaine mesure, je le pense, est un problème pour tous ceux qui contestent au sein du Parti communiste la place de Fabien Roussel et ses orientations. Le problème, c'est que je suis pas très sûre qu'il y ait tant de monde que ça qui conteste au sein du Parti communiste, parce que je pense que finalement la force d'attraction de la France insoumise, elle a été puissante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui finalement soit ont quitté, soit se sont mis en retrait du Parti communiste et ont trouvé dans la France insoumise un autre lieu d'engagement. Donc moi, je crois que les communistes sont plutôt contents du résultat de Fabien Roussel, pas du résultat politique, pas de son résultat de 2,6, mais du fait qu'en effet, il y a une figure maintenant qui identifie le Parti communiste, alors que le Parti communiste n'était que identifié au passé et au passé soviétique, etc. Enfin bon, donc là, il y a une autre image qui apparaît de Fabien Roussel, enfin du Parti communiste et qui est incarnée par Fabien Roussel. Donc je crois que en gros les communistes qui restent dans le Parti communiste en sont assez contents. Le problème, c'est de savoir au fond qu'est-ce que ça raconte du communisme. Et ça, c'est quand même, ça reste soit très discutable, soit très incertain. Mais le problème, c'est que ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a plus grand monde pour discuter cette proposition de Fabien Roussel parce que la vie les a emmenés ailleurs, quoi. Et donc la route est maintenant il y a cette façon que Fabien Roussel a d'imaginer réintroduire le Parti communiste à défaut du communisme pour l'instant. Ça fait pas un gros score à l'élection présidentielle, ça fait peut-être un score quelquefois sur les élections locales, mais en tout cas ça remplit pas le cahier des charges qui est que quand on est le Parti communiste, normalement on doit être en charge de proposer une idée de la transformation profonde, de la révolution, de l'alliance, de l'alliance entre les différentes composantes de la société, et voilà, et ça, pour l'instant on ne le voit pas. Alors, il y a un sujet important, à mon avis, qui va être discuté dans les allées et dans les stands de la fête de l'UMA. C'est la question qui a été posée par François Ruffin à la fois avant l'été, juste après les élections législatives, et aussi avec la sortie de son bouquin, et là depuis la rentrée scolaire. C'est la question en fait de où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on en est notamment dans notre combat, dans le combat de la gauche face à l'extrême droite et au Rassemblement national. Toi, comment est-ce que tu lis en fait la proposition de François Ruffin, qui est une proposition assez forte, qui a été assez, on va dire,
attaqué par plusieurs personnes au sein même de sa propre famille politique, la France Insoumise. Comment est-ce que toi tu lis sa proposition? Alors déjà pour faire le lien avec la précédente, c'est vrai que Fabien Roussel et François Ruffin, tous les deux sont des élus de communes non agglomérées, enfin pas de grandes métropoles, et de circonscriptions qui ont voté majoritairement Marine Le Pen. Donc ils ont une expérience qui leur est singulière et d'une certaine manière tous les deux, tu as raison de dire que ça va être discuté dans la fête du MAP parce que tous les deux ils ont une proposition. Je dis pas qu'ils disent la même chose sur bien des aspects, mais il y en a une qu'ils ont en commun, c'est de dire ce qui va nous permettre de retrouver les catégories populaires qui ne sont pas dans les grandes villes, c'est de remettre au cœur de notre projet politique la question sociale. Et l'un comme l'autre, la question sociale, pour eux, c'est fondamentalement les inégalités sociales, le combat de classe, la question de la répartition des richesses, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une approche Fabien Roussel et en tout cas François Ruffin, depuis Merci Patron, on peut dire que c'est quand même sa ligne vraiment constante de réargumenter la différence de classe. Moi, ce que je trouve, c'est que Ruffin a vraiment eu le courage d'insister au moment où il y avait eu cette victoire remarquable pour Jean-Luc Mélenchon avec ses 22%, mais de dire attendez, on va pas y arriver si on s'en en reste là. Et dans le trou de la raquette, il y a une grosse partie de la population qui nous importe et qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc ça, j'ai trouvé qu'il avait eu le courage de le dire. Il dit deux choses qui sont quand même un petit peu différentes. Il parle de la gauche et il parle du Front National. Ça se rencontre, mais c'est pas exactement la même question. Quel doit être le discours de la gauche et comment combattre le Front National? Et donc, en tout cas, lui, il pense que ce qui peut recréer du commun dans les catégories populaires qui ne sont pas dans les centres urbains, dans les grands centres urbains, c'est la question sociale. Tu as interviewé François Ruffin hier, on a discuté ensuite à la suite de cet entretien, et je trouve moi que sa proposition est intéressante, mais personnellement, je pense que elle manque la dimension idéologique, c'est-à-dire on vote parce qu'on se représente le monde d'une certaine manière. Et dans la représentation du monde, ce que je pense, c'est que la question, par exemple, des discriminations est une question extrêmement importante. Des questions qui sont celles de la dignité, qui ont à voir pas simplement avec sa capacité d'acheter, de consommer, d'être dans le monde de la modernité marchande, mais aussi qu'est-ce qu'on fait comme métier, comment on est considéré dans le travail. Il y a beaucoup d'autres questions qui vous déterminent. Je sais qu'hier on lui a dit, on a fait référence à notre débrief de la semaine dernière où on a parlé du déclin de l'Occident et que nous pensons à regard que c'est une question idéologique qui va être importante. Il était un peu surpris de ça. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas ces questions-là parce qu'elles ne sont pas au-devant du discours des habitants de ces endroits-là, de la même manière que le racisme n'est pas une entrée première. Nous, on a tendance à penser, je dis nous parce qu'on était plusieurs à discuter avec François hier, on a tendance à penser que ces questions idéologiques, elles organisent aussi la vision du social, par exemple la question de l'assistanat qui aujourd'hui est une mise en cause à la fois des plus pauvres et des immigrés, et que donc il y a bien un corpus idéologique qui font qu'on se positionne du côté de l'extrême droite et qu'en tout cas la gauche est en difficulté. Moi, je pense que une des questions les plus centrales aujourd'hui, qui est posée à toutes les composantes de la gauche, mais d'abord à la composante insoumise, qui, comme tu l'as rappelé, a réussi à faire 22% au premier tour de l'élection présidentielle, c'est est-ce qu'on peut faire sans ces catégories populaires des campagnes et des bourgs. Parce qu'en vérité, quand on écoute les discours des uns, des unes et des autres, on a un peu l'impression que c'est ce qui est proposé en fait en sous-texte. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit ce qu'il faut, ce qu'il m'a manqué en 2022 au premier tour, c'est si 2% des moins de 30 ans s'étaient mobilisés un peu plus, et ben j'aurais été au deuxième tour. Sous-entendu, c'est eux que je vais aller chercher, c'est eux, c'est l'effort militant, intellectuel et doctrinaire, il doit être fait sur cette population et pas sur pas prioritairement. pas prioritairement exactement sur les bourgs et les campagnes. Et donc
se pose la question de lorsque est pensé en gros le programme, mais surtout le projet, est-ce qu'on peut mettre de côté toute une partie de la population française avec ses spécificités, à la fois d'éloignement des lieux de pouvoir et de la démocratie, mais aussi qui aujourd'hui travaillent notamment à toute la production agricole. Est-ce que tous ces gens-là, on peut dire, sous prétexte que ils sont complètement endoctrinés par le Rassemblement national et l'extrême droite, ça va être trop compliqué d'aller les chercher. Donc, on préfère se tourner en fait vers les habitants des métropoles parce que eux, on a potentiellement, on peut aller les chercher plus facilement. Je pense que stratégiquement, enfin plutôt tactiquement, c'est pas idiot, parce que c'est vrai que c'est sûrement plus facile d'aller chercher à la fois les quartiers populaires et les gens des centres-villes plus bourgeois. Ils sont sûrement plus faciles à aller chercher pour la France insoumise, euh, mais pour en fait, si on veut pouvoir, si cette gauche-là, en fait, dans la mesure où elle a vocation à prendre le pouvoir, à diriger le pays, à planifier, comme ils disent, on ne peut pas en faire abstraction et oublier une partie de la population. C'est comme on dit, chimiquement impossible. Enfin, politiquement, je pense que c'est une impasse et c'est une impasse qui est excessivement dangereuse. La gauche ne peut pas prendre le pouvoir sans les catégories populaires, toutes les catégories populaires, y compris celles des campagnes. Et deuxièmement, elle ne pourra pas mettre en œuvre son programme et son projet une fois au pouvoir sans elle. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Et je sais que l'effort militant est plus complexe, en fait, dans les campagnes que dans les aires métropolitaines, mais je crois qu'il va falloir se retrousser les manches et le faire et leur trouver une place en fait à ces territoires dans les discours et dans les élaborations des programmes et dans l'énergie militante. Alors moi, je mettrais un bémol sur l'énergie militante. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon réussit à rassembler les 7,5 millions d'électeurs, pas simplement parce qu'il y a eu des militants de la France insoumise. Ce qu'il a réussi là, c'est qu'il a réussi à agréger sur son nom des transformations extrêmement profondes qui se passent dans les grandes métropoles, qui ont à voir avec une transformation dans les faits de la façon de consommer, de travailler, de se déplacer, de s'aimer, d'élever ses enfants, qui ont aussi à voir avec les nouveaux combats qui se sont menés sur le féminisme, sur l'écologie, contre les violences policières, contre les discriminations, etc. Et que c'est ça que Jean-Luc Mélenchon a réussi à incarner, à agréger. Et que c'est pas simplement l'énergie militante qui a fait son résultat. Il a eu un discours qui a donné à voir, mis ensemble des pratiques, des luttes, des espérances. Et dans la France qui n'est pas la France urbaine, il y a moult choses qui se font, qui ne sont pas racontées, qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas données à voir. L'enjeu, c'est pas de faire naître une nouvelle génération militante qu'on ne va pas trouver, à mon avis, partout en France. Enfin, je veux dire, la France n'est pas un pays de grande tradition de partis de masse. Je sais pas combien la France insoumise. De toute façon, la gauche est très affaiblie dans toute la France qui n'est pas la France des grandes métropoles. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a déjà un problème de regarder ce qui se fait, de le valoriser. Moi, j'ai maintenant en tête d'exemples de revitalisation des vieux villages où on met une épicerie qui est aussi un café, qui est aussi un lieu où on fait des débats, des gens qui ont des granges et qui transforment leurs granges en ateliers créatifs pour les habitants, de tas de choses comme ça qui montrent une autre façon de vivre et qu'on ne raconte pas. Et moi, je crois que l'affaire, elle doit se nouer dans le fait que notre gauche regarde et parle du travail des caristes, du travail des aides-soignantes, qu'on prenne en charge la vie réelle, qu'on la raconte, qu'on la valorise et qu'on montre qu'on trouve des points d'ancrage
avec les agriculteurs qui sont inquiets de l'avenir de leur production, etc., etc. Voilà, moi je pense que c'est ça le chemin. Alors, c'est intéressant parce que là, tu as parlé de comment, en gros, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à élaborer un discours qui, voilà, bon, tu l'as assez bien décrit. Eh bien, c'est justement c'est justement la question de l'élaboration de ce discours qu'a posé Clémentine Autain dans un texte Mm. dans son blog au début de l'année, où en fait, elle a dit, Non, à la fin de l'été, là. oui, à la fin de l'été, pardon, oui, j'ai dit à la fin de l'année, Peut-être au oui, début de l'année. au début de l'année, Non, à la fin pardon, de l'été, à en la fin de août. l'été, et donc, oui, je pensais année scolaire. Et donc, en fait, la question qu'a posée Clémentine Autain, c'était, en gros, il y a un discours, mais je ne sais pas comment on fait, où est-ce que ce discours est débattu, où est-ce que ce discours est discuté, comment les lignes politiques sont déterminées. Donc, elle parlait à la fois spécifiquement de la France insoumise, mais elle parlait aussi plus généralement de la NUPES, qui est un objet qui est encore pas très bien identifié. On ne sait pas encore exactement quelles sont les dynamiques, etc. Mais en partant de la France insoumise dont elle a l'expérience puisqu'elle est députée depuis 2017, elle dit ce n'est pas possible en fait que les décisions soient prises uniquement au sein du groupe à l'époque Ouais, disait député. elle dit surtout qu'elle ne sait pas où c'est pris. Voilà, exactement. Ce n'est pas où c'est pris. Et donc, ça pas. T'as parlé du succès de Mélenchon, enfin de la réussite de Mélenchon à élaborer ce discours qui était englobant et vraiment, voilà, à la confluence en fait de plein de problématiques et de dynamiques. Et vraiment, il a eu cette force-là. Mais précisément là, ce dont on parle, où est-ce que, genre, dans la France insoumise, où est-ce que à gauche on peut en parler. On peut dire, bon bah Jean-Luc Mélenchon, il va peut-être être le candidat en 2027. Ou est-ce que, je sais pas, On se je calme. vais avancer un peu, je vais avancer un peu. Mais admettons, peu importe qui est candidat, je m'en Oui. fiche. Où est-ce que on va discuter en fait de ces questions-là? Et Clémentine Autain déplorait le fait que il n'existe pas, que pour l'instant ces cadres-là sont très flous, mais du coup, le flou bénéficie en gros à la prise du pouvoir par quelques-uns sans qu'on sache vraiment. Enfin, le problème du flou, quand il y a du flou, il y a un loup, et donc du coup, c'est ça qu'elle mettait en avant. Et je pense que ça, c'est aussi une des possibilités, en gros, d'amélioration aujourd'hui de la structure qui est le mouvement de la France insoumise. Et c'est d'autant plus que la France insoumise a un rôle prépondérant dans la NUPES. D'abord parce ils sont en nombre de députés, ils sont les plus nombreux. Ensuite parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un excellent score à la présidentielle et qu'il a écrasé tous les autres. Et puis la troisième chose, c'est que, mais qui est un peu corrélée aux deux autres, c'est que aujourd'hui, quand quelqu'un prend la parole, quand un député de la France insoumise prend la parole, il le fait souvent au nom de la NUPES. Et, à raison ou pas, là n'est pas la question, mais c'est vrai que c'est toujours un peu, on se dit, tiens, ils prennent la parole, il y a écrit NUPES, telle personne, tel député LFI, ils prennent la parole, il y a écrit NUPES, mais est-ce qu'ils parlent vraiment au nom d'Olivier Faure, au nom de Julien Bayou et au nom de Fabien Roussel, qui eux aussi font partie de la NUPES? Donc il va falloir que tout ça vraiment se décante très rapidement, parce que sinon il va y avoir un problème. Si chacun dit ce qu'il veut dans son coin et que c'est juste les plus nombreux et ceux qui crient le plus fort qui ont raison, au bout d'un moment, il va y avoir des tensions sur lesquelles on va pas pouvoir revenir. Oui, tu as raison, il y a deux questions qui sont celles de comment ça s'organise au sein de la NUPES. En effet, qui et où on légitime à parler au nom de la NUPES et à quel moment. C'est vrai que chacun est légitime de parler au nom de la NUPES, mais en même temps, tout le monde, quand il s'exprime, ne s'exprime pas au nom de tous, quoi. Donc c'est un peu complexe comme histoire, et ça doit s'éclairer. Et c'est vrai que Clémentine, dans son texte, elle dit, on a des questions devant nous, on a fait ça, mais on n'a pas quand même atteint notre objectif. Donc pour faire l'étape d'après, comment on s'organise et comment on fait pour qu'il y ait plus de diversité, plus de démocratie, qu'on sache les moyens, même les moyens financiers, tout bêtement, comment ils sont alloués, comment on s'organise localement, est-ce qu'on s'organise localement, parce que pour l'instant c'est pas tout à fait clair. Donc elle pose ces questions. Mélenchon, dans l'interview de Reporter, dit elle a raison de poser ces questions, mais ces questions, elle peut les débattre à l'Assemblée nationale dans le groupe des députés. Et je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, Clémentine, ce qu'elle dit, c'est ça n'est pas une question simplement des députés. Donc la question, les questions qui ont été posées par Ruffin et les questions qui ont été posées par Clémentine Autain, l'un et l'autre doivent trouver
une résolution, une réponse. Voilà, en tout cas, c'est pour l'instant, c'est un peu dans l'air il faudra bien que ça se décante, quoi. Alors, c'est d'autant moins, ça ne peut d'autant moins rester une question strictement liée au groupe parlementaire que ça doit aussi être une question qui englobe à la fois les associations, les syndicats, etc. Alors, là, on a vu dans cette rentrée que ben, les syndicats ont commencé à faire quelques mouvements, à dire on va faire des grandes grèves le 22 septembre et puis le 29 septembre 22 prochain. pour l'hôpital, 22 pour l'hôpital et 29 tous contre ensemble. tous ensemble, voilà. Euh, pour l'instant, on sait qu'il y a eu une réunion lundi soir avec tous les syndicats présents, mais qu'ils n'ont pas abouti, sauf peut-être que ça a changé, mais en tout cas, mercredi soir, j'ai eu quelqu'un de la CGT qui m'a dit, qui était présent à cette réunion et qui m'a dit, ah bah pour l'instant, on n'a pas de texte commun sur lequel on s'est mis d'accord. Donc, et je crois, j'ai encore regardé ce matin et j'ai rien vu. Donc, genre, ils n'ont, voilà, il n'y a toujours pas eu de texte commun. Ils se sont pas mis d'accord sur un texte commun. En parallèle de ça, Jean-Luc Mélenchon a annoncé une grande marche contre la vie chère à la mi-octobre. Mais là aussi, bon, c'est encore, c'est dans un mois. Donc, mais on peine à en voir exactement les contours, etc. Enfin, il y a, il y a un truc de, on nous dit ça va péter parce que il y a l'inflation, parce qu'il y a la crise écologique, parce que il y a la guerre, mais du coup qui joue sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat, etc. Il y a la Il y réforme du a la chômage. réforme du chômage, exactement. Enfin, c'est-à-dire en gros les réformes de Emmanuel Macron qui veut mettre en place. Donc on nous dit ça va péter, et en même temps on n'a pas vraiment l'impression que la gauche en fait, on a l'impression que la gauche ne sait pas trop où se placer en fait par rapport à ce qu'elle imagine être l'air du temps. C'est-à-dire qu'il dit ça va péter, mais du coup, ok, ça va péter. Donc soit tu te mets en avant et tu dis allez vas-y, on descend dans la rue et suivez-nous. Je pense pas que ça soit ça la position que doit avoir le politique aujourd'hui par rapport à un mouvement social. Et en même temps, il n'a pas envie non plus d'être comme pour les gilets jaunes à la ramasse, où il était complètement derrière et genre on comprenait rien et c'était devant et puis il fallait toujours rattraper le train. Et donc il y a un problème en fait de positionnement, et comme les syndicats aujourd'hui ne sont plus capables tout seuls de susciter en fait véritablement le mouvement social, on ne décrète pas une grève générale, enfin je veux dire Mm. on le sait très bien, et aujourd'hui vraiment on le sait encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Du coup il y a une espèce d'attentisme que je trouve un peu problématique par rapport à l'urgence des situations. Bah, je pense qu'il n'y a pas d'accord, hein. Je veux dire, le problème, c'est qu'en effet, il y a eu sur le plan politique, la question, elle a été réglée à coup de massue, hein, on va dire. Le score de Mélenchon, il est sans appel. Donc, il n'y a pas de gauche pour l'instant qui puisse se reconstruire en dehors d'un réancrage à gauche. Donc, les socialistes l'ont appris à leurs dépens, les écologistes aussi. Et Fabien Roussel a pas bien pigé ce qui était en train de se passer. Donc voilà, ça politiquement ça a été réglé. Syndicalement, ça s'est pas réglé et ça s'est pas bien réglé. D'abord, on a un spectre syndical qui est extrêmement divisé en France, hein, et puis la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Et la CFDT, on peut pas dire qu'elle soit exactement sur des positions analogues aux autres groupes syndicaux français. Donc il y a une question qui est pas résolue dans le monde syndical, et par ailleurs, il y a une question qui n'est pas résolue sur le rapport entre les syndicats, les associations et les partis politiques. Il y a une espèce on invoque la charte d'Amiens, moi je pense que c'est du poète-poète, hein, la charte d'Amiens, enfin, je veux dire, ça existe, mais on l'invoque d'autant plus que, en On fait, sait pas. voilà, c'est ça, c'est-à-dire que historiquement, le Front populaire, il a été une convergence des syndicats, des associations et des partis en 1936, et qu'ensuite, il y a eu de la subordination du syndicat aux politiques qui s'est très mal terminée entre la CGT et le Parti communiste d'une part. La CGT a quand même failli vraiment le payer très 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 cher, et elle le paye de toute façon. Et l'autre aspect, c'est l'histoire des syndicats qui ont soutenu l'élection de François Mitterrand et qui du coup n'ont pas été en mesure de produire, d'animer un mouvement social pour faire que la gauche n'aille pas dans le mur. Et la gauche est allée dans le mur. Mitterrand a pris son tournant libéral, et les syndicats n'ont pas été, oui, anesthésiés, ils n'ont pas été capables de faire bouger la France à ce moment-là. Et donc, je pense que cette question de la réinvention, d'abord cette question à l'intérieur du monde syndical, et puis la question de la réarticulation
de la gauche dans sa diversité syndicale, associative et politique, bah, c'est une affaire qui est complexe, quoi. Il faut tenter des trucs, il faut essayer, ça marche pas, il faut essayer un autre. Et surtout, il ne faut pas se contenter, en fait, de dire, comme j'ai pu l'entendre, ah bah c'est bon, toute la gauche est d'accord puisque, ils ont validé tel programme ou tel point du programme, etc. Enfin, en fait, ce n'est pas le lien consubstantiel ou le lien intelligent, en fait, qu'on pourrait imaginer entre à la fois les syndicats, les partis et les associations. Ça peut pas juste être les associations et les syndicats donnent des listes de courses aux partis qui après les mettent en ligne sur leur site internet. Pas. Ça ne peut pas être que ça. Voilà. Non, mais même ça peut pas être du tout ça, parce Non, que ça peut pas être du tout ça. les partis sont pas là pour être simplement Des caisses enregistreuses. non seulement ça, mais ils sont quand même là pour faire une proposition qui organise Exactement. une vision du monde. Donc la fonction idéologique des partis, c'est-à-dire de proposer une vision du monde et un chemin, c'est quand même central, et c'est pas le propos des syndicats, c'est pas leur question à eux. Alors, tu parlais des gens qui invoquaient la charte d'Amiens un peu comme un totem. Il y en a un autre qui a pas peur des références historiques costaudes. C'est Emmanuel Macron avec son CNR. Il a peur de rien, lui. Oui, il a peur de rien. Genre, le CNR, ok, pas de problème. Le Conseil, alors lui, maintenant, c'est le Conseil national de la refondation, hein, pour faire écho à celui de la résistance. J'avoue que on a dit qu'on en parlerait, mais j'ai toujours pas très bien compris en fait en fait exactement les contours en fait de ce bidule, de ce machin, de ce truc, parce que c'est comme ça que genre beaucoup sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, on appelle le CNR, si ce n'est que encore une fois en fait Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en fait sont face à un problème politique qui est quand même assez lourd, qui est que ils n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'ils voient bien que en fait ça les fait chier d'aller discuter systématiquement avec la droite, de devoir se mettre carpette face à la droite parce que c'est grâce à leur voix qu'ils vont pouvoir avoir une majorité, et donc du coup il trouve des choses un peu pour contourner, comme d'habitude, pour contourner en fait la représentation nationale qu'il enquiquine. Donc il crée des espèces de lieux parallèles. C'est Aurore Berger qui a parlé de lieux complémentaires de l'Assemblée nationale. Donc, mais je pense que c'est ça. Ben oui, mais c'est un vrai souci quand même par rapport au respect de la démocratie institutionnelle telle qu'elle est pensée dans la Ve République. C'est vraiment un gros fuck. Genre il y a pas d'autres mots. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont refusé d'y participer à ce CNR, et que en fait, j'ai pas. Vas-y, qu'est-ce que tu en as compris tout de suite? Moi, je pense que tu as raison, qu'il raconte. Emmanuel Macron raconte que c'est pour revitaliser la démocratie. Ça, c'est une grosse plaisanterie, parce que en effet, il ne cesse de créer des lieux parallèles aux institutions et donc en fait d'affaiblir la démocratie, qu'il n'a pas participé à l'élection présidentielle, ni même à l'élection législative. Donc, je veux dire, le lieu de la démocratie délibérative où on fait des propositions et on les met sur la table et on les fait voter, il n'y a pas participé, il les a enjambées. Donc là, aujourd'hui, il dit il faut quand même qu'on discute de l'avenir de l'école, de l'hôpital, de l'écologie, de je sais pas quoi, de la fin de vie, enfin bon, toutes choses qui étaient l'objet de l'élection présidentielle. Donc là, il y a une première grosse blague, mais la deuxième chose, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que il essaye de reconstituer ou de constituer les bases, le lieu de la France de gouvernement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont prêts à élaborer des diagnostics en commun, non mais attends, comme si on faisait des diagnostics indépendamment d'une vision que l'on a de la société, comme si le diagnostic était une question objective. C'est-à-dire vraiment c'est un discours techno qui est en fait complètement imprégné d'idéologie libérale, et donc et c'est quand même assez remarquable que François Hollande sur France Inter l'autre matin a dit que lui pensait qu'il fallait y aller, que c'était pas sa place en tant que président, mais que quand on était même opposant, il fallait aller dans les lieux où on était invité. Donc il a prôné ça. Les chats n'ont pas des chats. La CFDT en fait partie, parce que je veux dire, c'est que à l'intérieur, les associations d'élus aussi, d'élus locaux. Absolument. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la gauche, il y a quand même des divergences qui sont des divergences de propositions politiques, mais aussi d'attitudes, et aussi et au fond, il y a une partie d'entre elles qui seraient tentées
Et je pense que c'est exactement la même chose à droite, c'est-à-dire qu'en fait la droite est divisée, la gauche est divisée par rapport à la question de l'exercice du pouvoir et de la responsabilité d'État. Et donc Emmanuel Macron, il cherche à créer le bidule, et évidemment pour que ce soit un peu mieux habillé, il dit c'est la société qui va discuter, et de fait, cette société qui va discuter peut faire pression sur une partie de la droite d'une part, Une partie de la gauche. les élus locaux par exemple, et une partie de la gauche par exemple au travers des élus locaux, mais aussi des syndicats, des associations, etc. Donc je pense qu'il y a en effet, c'est une proposition, enfin c'est une tentative d'Emmanuel Macron de créer cet espace de gouvernement et il cherche à la construire. Y arrivera-t-il pas? Eh ben, on suivra ça avec attention dans les semaines à venir. À bientôt. À bientôt.